Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Édition spéciale. Axée ce soir sur la coopération entre l'Algérie et la Turquie et surtout sur le rapprochement de vues concernant les questions internationales telles que la Libye ou encore la région du Sahel. Depuis quelques temps, voire depuis des années, les deux pays entretiennent des relations d'excellence qui ne sont plus à démontrer aujourd'hui, tant sur le plan politique par la convergence des points de vue sur des dossiers brûlants qui secouent le monde, que sur le plan économique où des milliards sont brassés dans des échanges commerciaux entre les deux pays qui tournent autour des 4-5 milliards, notamment dans des secteurs comme le bâtiment ou encore la téléphonie. Une coopération appelée à être enrichie et améliorée, ce qui explique toute l'importance de cette visite aujourd'hui à Ankara, algéro-turc. Donc sur le dossier international, l'attrait n'est pas des moindres puisque les deux pays partagent également la même vision qui reste conforme au droit international, que ce soit en Libye ou au Sahel. Et c'est sur ces points que nous reviendrons ce soir avec nos invités. Bonsoir, professeur Reda Hariresh. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Merci. Vous êtes spécialiste en sociologie des conflits, donc. Et Monsieur Benali Sassi qui nous rejoint par téléphone. Bonsoir Monsieur Benali Sassi. Bonsoir à vous et à votre invité. Vous êtes politologue, spécialiste du Sahel, et Monsieur Mohamed Sibachir, professeur universitaire, donc qui nous rejoindra dans un petit instant. Premier chapitre ce soir vers un renforcement de la coopération militaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affiché la volonté de son pays d'entreprendre des avancées importantes avec la Turquie en matière d'industrie civile, militaire et navale. Monsieur Hariresh, quels seraient les domaines de prédilection qui pourraient intéresser l'Algérie ou la Turquie ? Pour le moment, il faut mettre l'accent avant tout sur le rapprochement qui est économique, qui a été clairement délimité, puisque les Turcs veulent profiter de la position géographique de l'Algérie pour pouvoir s'insérer davantage dans le continent africain et profiter également de la zone de libre-échange économique qui a été mise en place et qui leur permettra de s'étendre davantage au-delà du Sahel. Il faut savoir que les deux pays ont opté pour des échanges dans des domaines qui sont cruciaux, aussi bien pour les uns que pour les autres. Et pour le moment, eh bien, les Algériens ils ont obtenu satisfaction dans le domaine de la métallurgie et de la sidérurgie, puisque les Turcs ont réussi à exporter l'année dernière vers les pays occidentaux essentiellement plus de 600 millions de dollars. En 2021. Et il est question que pour l'année 2022, ils exportent pour l'équivalent d'1 milliard d'euros. Donc la Turquie contribue un peu à la diversification des exportations de l'Algérie. Oui. Et ça arrange le gouvernement algérien puisque ça va dans le sens d'une plus grande ouverture de l'économie algérienne. Oui. Et il faut savoir également que la Turquie a été le premier investisseur. La Turquie à elle seule a investi ces dernières années en Algérie plus que l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ça, c'est en ce qui concerne le volet économique. Oui. En ce qui concerne le deuxième volet, qui est beaucoup plus proche de la géopolitique, il y a un rapprochement qui se fait à pas compter. Pourquoi ? Parce que la Turquie, il faut savoir qu'elle fait partie de l'OTAN. Et qu'à ce titre-là, ça freine un peu l'enthousiasme des deux côtés parce que l'Algérie est plutôt un pays non aligné et qui veut maintenir son indépendance en matière de politique étrangère. La Turquie essaie d'en faire de même, mais elle reste comme un tributaire de cette alliance qu'est l'OTAN. Mais ça ne les empêche pas d'échanger un certain nombre de points de vue et de collaborer de plus en plus vers un rapprochement plus important, notamment en ce qui concerne la région du Maghreb, la Libye, et en Afrique du côté du Sahel. Des points que nous développerons donc dans un petit instant. Mohamed Sibachir qui nous rejoint à l'instant via Zoom, professeur universitaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame.
Donc, nous le disions à l'instant avec Monsieur Hariresh, on parlait donc des domaines de prédilection qui pourraient intéresser l'Algérie ou la Turquie. Quels sont, d'après vous, les secteurs qui pourraient être développés pour les deux pays, entre les deux pays? Bon, je serai tout d'abord d'accord avec le premier intervenant, sachant du volet économique, il y a beaucoup de choses à faire entre les deux pays. Les deux pays sont attractifs, que ce soit pour l'Algérie au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie automobile, des exemples que la Turquie pourrait investir. Et du côté turc, il y a beaucoup d'attractivité concernant le développement de cette économie qui est devenue une économie avancée. On sait que la Turquie est classée 14e ou 15e à l'échelle mondiale. Elle fait partie du G20, elle est membre de l'OMC. L'Algérie gagnerait à s'investir dans des relations stratégiques sur le volet économique. Sur le volet géopolitique, il y a l'alliance algéro-turque sur le dossier libyen, il y a une entente cordiale sur le dossier du Sahel. Oui. Il y a des relations très poussées entre la Turquie et l'Algérie qu'elle considère comme le pivot du Maghreb. Et en partant de cette relation, elle pourrait nouer des relations plus poussées avec le Maghreb et au-delà la Méditerranée occidentale et la région sahélo-saharienne. Donc une entrée sur le continent africain. Monsieur Ben Ali Sassi, on vient d'énumérer pas mal de secteurs. Et sur le plan militaire, en quoi les relations pourraient être renforcées? De quelle manière? Les relations algéro-turques. En réalité, les relations turco-algériennes ont connu ces dernières années une dynamique notable à tous les niveaux et dans tous les domaines, à laquelle a contribué évidemment le traité d'amitié et de coopération signé entre les deux pays en 2006. Et cette coopération, elle a touché beaucoup de domaines. En premier lieu, c'était l'énergie et les mines, tout ce qui est évidemment l'information, communication, travaux publics, etc. Même au niveau de la pêche. Et de la pêche, évidemment, je peux passer directement dans le domaine, évidemment, de la construction navale. C'est dans ce domaine-là que, lors de la dernière rencontre, la visite du président Tebboune en Turquie, que cette question-là a été traitée. Oui. Quand on dit évidemment le naval, c'est le domaine civil et le domaine militaire. C'est dans les deux domaines. C'est ça. Dans les deux domaines. Concernant évidemment, comme l'avaient dit vos invités, dans le domaine géopolitique, il y a presque une convergence de vues sur plusieurs questions, et précisément, on peut dire qu'il y a quatre questions. Dans le domaine de la lutte antiterroriste, et en premier lieu, concernant précisément le paiement de rançon qui est considéré comme source de financement, la coordination aussi algéro-turque sur la question évidemment libyenne pour une solution politique. Il y a aussi la coordination concernant évidemment le développement survenu en Palestine, ce qui se passe en Palestine actuellement et avant aussi. Et dernièrement aussi la question sur une position turque sur la question sahraoui, sachant évidemment parce qu'il y a eu une déclaration du ministre des Affaires étrangères qui parlait du respect de la souveraineté des pays à l'intérieur de leurs frontières reconnues internationalement, et qui a été interprété par la presse marocaine comme étant un soutien turc à la question, à la marocanité du Sahara occidental. Oui. Et directement, il y a eu un démenti, si je ne me trompe pas, ça fait pas longtemps, ça fait 2 jours ou 3 jours, de la part évidemment du ministère des Affaires étrangères turc, comme quoi que la Turquie ne soutient pas l'initiative marocaine, oui, mais qu'elle soutient évidemment les résolutions onusiennes.
Eh bien, messieurs, vous semblez tous être unanimes sur ce point. Vous avez tous soulevé ce point, donc le rapprochement des points de vue entre l'Algérie et la Turquie sur la question libyenne. Et justement, on écoute tout de suite les propos du président algérien Abdelmajid Tebboune. On revient tout de suite. وقد سمحت لنا المحادثات باستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث خلصنا إلى توافق في المواقف ووجهات النظر إذا ما يحدث من اعتداءات على الشعب الفلسطيني والتمادي وفي التجاوزات والخروقات التي يقوم بها الاحتلال وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة. كما اتفقنا على ما يجري في ليبيا ولنا نظرة واحدة، هو أننا نرجع الكلمة للشعب الليبي حتى يقرر مصيره في انتخابات ممكن نساعد بلدين يساعدوا في تسييرها إن شاء الله. لقد خلصنا إلى التأكيد على أهم الملفات هذه الليبية والفلسطينية، وتطرقنا إلى الأوضاع في دول الساحل وما تتطلبه من مساع وجهود لتجفيف منابع النشاط الإرهابي الخطير واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن شاء الله نقوم بعدة عمليات معا. Professeur Hariresh, en quoi consisterait ce rapprochement d'après vous? En quoi est-ce qu'ils seraient d'accord? Est-ce que ça serait peut-être sur le règlement ou sur l'issue qu'ils pourraient trouver? Qu'est-ce que ce rapprochement veut dire concrètement? Alors, il faut voir d'abord sur quoi ils étaient d'accord. Le premier point, ça concernait le volet palestinien. La Turquie et l'Algérie, on peut parler d'une convergence totale entre les deux pays depuis plusieurs années déjà, puisque les deux pays partent du principe que la question palestinienne demeure la question principale quasiment au Moyen-Orient, et elle est un préalable à tout rapprochement avec l'État d'Israël. C'est-à-dire tant que la question de Jérusalem, la question des territoires occupés, la question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas prise en compte, il ne peut pas y avoir de signature d'un accord de paix quelconque sans tenir compte des aspirations profondes et légitimes du peuple palestinien. Donc Turcs et Algériens sont d'accord sur ce point-là, ils le sont depuis plusieurs années. Maintenant, il y a eu un rapprochement en ce qui concerne le volet libyen et qui concerne directement l'Algérie. Il faut dire qu'en 2019, lorsque les Turcs ont investi la Tripolitaine, ils ont donné un coup de main quand même à l'Algérie, puisque ils ont évité que les troupes de Khalifa Haftar n'arrivent jusqu'aux frontières de l'Algérie. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement qu'il faut voir avec beaucoup de lucidité. Et à partir de là, les deux pays n'ont cessé de se concerter, se sont mis d'accord pour encourager le calendrier électoral. Donc les deux questions, la question palestinienne, la question libyenne, ils sont sur la même longueur d'onde, comme l'a dit le président Tebboune dans son allocution. En ce qui concerne le Sahel, bon, c'est le point de... Il y a un rapprochement qui se fait timidement pour le moment. Le Sahel, on y arrive dans un tout petit instant. On va rester donc en Libye, les deux pays qui encouragent donc les élections. Ça tombe très bien, puisque cette situation inédite avec deux premiers ministres pour un pays ne pouvait engendrer ce genre de dépassement, puisque, comme vous le savez certainement, ce matin, les affrontements ont été évités de justesse entre Tripoli et les troupes de Bachara, donc, qui étaient parties à Tripoli. Monsieur Ben Ali Sassi. Ce qui s'est passé, évidemment, aujourd'hui, concernant la Libye, ce n'est que la conséquence d'un pays qui a été miné par un chaos politique, par des ingérences étrangères, l'insécurité, évidemment, confondue l'insécurité, le terrorisme et une multitude de milices, et l'obstination, évidemment, des uns et des autres. Quand je dis l'obstination des uns et des autres, c'est des personnalités, évidemment, qui se sont présentées
précisément aux élections du mois de décembre 2021. Il y a aussi évidemment la crise institutionnelle qui est le résultat du report de Sindei des élections qui étaient prévues pour le 24, puis pour le 24 décembre 2021, puis le 24 janvier 2022, et qui n'a pas eu lieu. La goutte en réalité a débordé, évidemment, que c'est avec la naissance d'une nouvelle institution qui a été créée à l'est par le général Haftar, et qu'on appelle généralement, ce gouvernement a été appelé gouvernement de stabilisation, et que M. Bachara actuellement dirige depuis le mars 2022. Ce gouvernement est soutenu évidemment par l'ILA, quand on dit par le Parlement évidemment qui est installé à Benghazi, et le général Haftar. Oui. Et de l'autre côté, on se trouve évidemment, il y a un gouvernement concurrent qui est au niveau de Tripoli, qui est conduit par Abdelhamid Deiba, et qu'on appelle l'Union nationale, et qui avait pour mission principale l'organisation des élections législatives et présidentielles, qui était prévu évidemment le mois de décembre 2022. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une tentative de Bachara de destituer Deiba et de s'emparer de Tripoli. Et cette stratégie-là a été dévoilée en réalité, ça date depuis le mois de mars 2022. C'est lors d'un discours qu'il avait dit ça. Sa décision d'entrer à Tripoli a été peut-être encouragée par une alliance, parce qu'il est de Misrata, une alliance avec une brigade qui s'appelle Al-Nawasi. Évidemment, c'est une des milices importantes de Tripoli. Et cette dernière a été évidemment encerclée par la milice pro-Deiba. Quand je dis encerclée, et paralysée aussi. Je ne sais pas, est-ce que M. Bachara a été obligé de quitter Tripoli sous évidemment les contraintes de la milice pour Deiba, ou bien c'est une tactique. Mais cela pourrait être interprété comme une capitulation de la part de Bachara. D'accord. Dans ce cas, ce qui va l'affaiblir, voire l'éjecter de son siège du gouvernement rival de Deiba. Car il avait avancé à un moment donné un argument qu'il a beaucoup de capacité évidemment de gouverner à Tripoli, parce que lui-même, comme lui et Deiba, ils sont les deux de Misrata. Et en fin de compte, ce sera un désastre politique pour Bachara, je dis bien un désastre politique pour Bachara, du fait qu'il est sorti de Tripoli. Et donc, si Bachara est affaibli, de l'autre côté, Deiba sera renforcé dans sa position. Déjà, on connaît que Deiba est soutenu par la majorité évidemment de sa ville, Misrata. Oui. Et c'est ça le problème. Oui, oui. Mais les efforts des Nations Unies, quel que soit malgré les efforts, le statu quo est appelé à durer, sauf si la communauté internationale prend des sanctions précisément contre les acteurs internes, parce que c'est eux qui alimentent cette crise-là et ce conflit interne. Merci Monsieur Ben Ali Sassi. Monsieur Mohamed Sibachir, toujours sur le même chapitre, quand on parle de convergence de points de vue donc concernant la Libye, quelle est la position algérienne et quelle est la position turque sur ce point? Justement, je crois que la visite de M. Tebboune est venue au bon moment pour certainement qu'il y avait certaines informations qui faisaient état de la décision de Bachara d'investir Tripoli et de forcer un peu sa position par rapport à Dbiba, et le fait que cette information soit connue de la part de l'Algérie et de la Turquie a fait que cette visite a eu
toute son importance, et les déclarations faites aussi bien par M. Tebboune que M. Erdogan hier font que M. Bachara est affaibli aujourd'hui. Il a investi Tripoli, c'est exact, mais il n'a pas reçu l'assentiment de la population, et M. Dbiba n'a pas été affaibli. Et de ce point, on pourrait dire que les positions algériennes et turques renforcent Dbiba dans ses visées d'organiser des élections et de s'imposer comme le maître de Tripoli, ce qui va renforcer également et la position algérienne et la position turque et leur alliance plutôt leur convergence sur le dossier libyen. Oui, les deux pays partagent les mêmes points de vue sur la région, hein. On le disait durant l'émission, même si la présence turque est très récente, Monsieur Halilash, par rapport à d'autres pays du voisinage. Qu'en pensez-vous ? Vous parlez de la Libye ou du Sahel ? On parle du Sahel. Du Sahel, très bien. On parle de la région en général. J'ai insisté sur ça. Oui, effectivement, le Sahel, c'est une zone en friche pour la Turquie. Pour le moment, elle se contente donc d'explorer ce terrain qui sert aussi de levier pour ses exportations d'armes. Étant donné que vous savez bien que la Turquie fabrique est un pays producteur d'armes et qu'il exporte un peu partout dans le monde maintenant des drones, notamment le Bayraktar. Côté algérien, c'est pas le cas. L'Algérie dispose d'une industrie d'armement légère, mais elle n'est pas aussi performante que celle de la Turquie. Donc, s'il y a convergence entre les deux pays en ce qui concerne le Sahel, ça reste tout de même assez théorique parce que c'est pas encore clairement délimité. La Turquie a des intérêts économiques et la Turquie est aussi une puissance régionale qui veut aussi faire contrepoids à d'autres puissances, à savoir notamment la France, et qui veut aussi également épauler une autre puissance qui est la Russie. Donc, de ce point de vue-là, on verra comment ça va. La présence turque est encore assez récente et on n'a pas encore clairement, disons que nous ne pouvons pas clairement délimiter le champ d'action de la Turquie dans cette région-là parce qu'elle est encore sa présence est trop récente. Merci, Monsieur Halilash. Donc, Monsieur Sibachir, la Turquie n'ayant pas toujours été présente, on vient de le dire, dans la région, est-ce qu'on peut la considérer comme étant une incursion ? Sa présence, donc, une incursion dans la région ? Non, il ne s'agit pas d'une incursion, il s'agit juste d'intérêts que la Turquie essaye de renforcer, de défendre, parce que la présence turque en Libye, elle a eu sa profondeur vers le sud, vers les pays du Sahel, et le fait que l'armée turque soit présente en Libye, il faut qu'elle couvre son flanc sud en allant vers la région du Sahel, le Niger et le Mali. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les intérêts turcs économiques sont immenses et elle voudrait être en compétition avec et la France et la Chine et également avec la Russie, parce qu'il y a le volet vente d'armes, comme l'a bien souligné votre intervenant, et les intérêts économiques turcs qui grandissent, et avec, bien sûr, la Turquie veut renforcer sa présence et au Maghreb et au-delà, c'est-à-dire vers le sud, dans les pays du Sahel. Le mot incursion est trop lourd et il n'est pas opportun pour une situation d'un pays qui a divisé, je ne dirais pas hégémonique, mais expansionniste, que ce soit au Maghreb, l'Afrique du Nord, ou bien au-delà dans les pays du Sahel. Et les intérêts turcs grandissant avec sa position géostratégique, son rôle dans l'OTAN et ses intérêts économiques, tous ces paramètres font que la présence turque est une présence
je ne dirais pas naturelle, mais en compétition avec les autres présences de puissances, qu'elles soient régionales ou internationales, au Maghreb et dans le Sahel. Monsieur Ben Ali Sassi, comment est-ce qu'on peut justement, on en parle de cette présence de la Turquie dans la région du Sahel, comment est-ce qu'on peut qualifier cette présence? Quel rôle est-ce que la Turquie peut jouer dans cette région? Ce qui intéresse en premier lieu la Turquie concernant la région ou bien en général l'Afrique, parce que quand on dit le Sahel, ça fait partie de l'Afrique et l'Algérie aussi. Il y a presque une action qui a été entamée évidemment par la Turquie en direction des pays africains. Et cette action, c'est pour en quelque sorte aussi de trouver un marché pour les produits turcs dans les domaines que ce soit militaire ou bien civil. Cette présence, elle est renforcée de plus en plus par évidemment les facilités que les Turcs accordent à certains pays africains et aussi les Turcs dans ce domaine-là, sachant qu'une partie évidemment des pays du Sahel, c'est des pays musulmans en majorité, elles sont ouvertes à tout ce qui est musulman. Et la Turquie a exploité ce domaine-là. De l'autre côté, le fait que les pays du Sahel, les pays du Sahel, c'est une région où il y a une activité terroriste très intense, les Turcs tapent sur le domaine de la lutte antiterroriste. Et quand on dit la lutte antiterroriste, c'est précisément les drones dont la Turquie en dispose et qui sont de bonne qualité. Et c'est pour ça que la Turquie, évidemment, met tous ses efforts en direction de l'Afrique, là où il y a aussi un terrain, évidemment, qui est vierge. Quand on dit vierge, il y a les ressources minières et les ressources énergétiques aussi, dont la Turquie en aura besoin. Et on peut dire que ces domaines-là intéressent beaucoup la Turquie, parce que la Turquie n'en dispose pas. Oui. Professeur Harirej, je m'adresse à vous donc pour cette dernière question. Il nous reste 2 petites minutes avant de clôturer cette émission. Donc, aujourd'hui, un pays comme la Turquie ou bien même l'Algérie, est-ce que la Turquie ou l'Algérie donc pourrait jouer un rôle de médiateur, pourrait jouer un rôle d'apaisement donc dans cette région du Sahel? Oui, incontestablement. À travers cette amitié algéro-turque, donc c'est à partir d'une amitié où ces deux pays peuvent construire carrément des mécanismes de concertation. Ces mécanismes-là peuvent prendre une autre dimension, voire même sécuritaire, et ils peuvent participer, par exemple, à des opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Si les Nations Unies ont la possibilité de s'impliquer encore davantage dans cette région-là. Certainement qu'il peut y avoir des opportunités, et il y aura des opportunités, puisque ces deux pays sont complémentaires. L'Algérie se trouve à l'ouest de la Méditerranée, la Turquie à l'est, et ils sont tout à fait complémentaires pour mener des actions communes dans un cadre qui est reconnu par le droit international, bien sûr. Merci, professeur Reda Harirej, donc d'avoir été présent avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes spécialiste en sociologie des conflits, mais pas que, puisque vous êtes également spécialiste de la Turquie. Tout à fait, merci. Et merci, monsieur Ben Ali Sassi. Vous étiez en direct avec nous par téléphone. Vous êtes politologue spécialiste du Sahel. C'est moi qui vous remercie. Et merci également au professeur Mohamed Sibachir qui nous a rejoint via Zoom. Je le rappelle, vous êtes professeur universitaire. Vous étiez en direct avec nous, donc, messieurs. C'est moi, madame. Merci. Voilà, donc c'est la fin de édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai donc pour le journal télévisé ce week-end. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.